La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui trouve toujours quoi dire quand il se trompe de phrase. Pourquoi est-ce qu'il y a un truc c'est beau sur le secours? Le titre donc, le podcast qui se trompe. Il y a un copyright. Ah mince, c'est vrai, c'est pas faux. Coucou les gens, je suis One A Pied et non, ça sera pas le podcast qui schtroumpf. Le titre, on parlera du schtroumpf de Thébault bientôt, mais pas dans cette émission. Dans moins d'un an, c'est sûr. Ouais, dans moins d'un an, c'est sûr. Aujourd'hui, nous allons parler de bande dessinée et nous allons parler de Cosmograde, c'est ça? Oui, Cosmograde. Oui. Je l'attendais trop. Cosmograde. Ça y est, c'est fait. Ouais, pas mal. Jérôme, tu vas nous parler de quoi, toi? Vas-y, dans le micro. Tu vas nous parler de quoi dans le micro? De l'agent double, car il le vaut bien. D'accord. Guillaume? Je croyais qu'on faisait pas de référence, qu'on payait les droits sinon. Ouais. Guillaume, toi? Alors moi je vais parler de Valalian, parce qu'elle le vaut pas. Voilà. Et moi je vais vous parler de Mauvais Monstre, le tome 1. Et j'enchaînerai sur un œil sur Uncharted Legacy Collection, Legacy of Thief Collection ou un truc dans le genre. Uncharted 4. Non, parce qu'il y a les deux. Enfin bon. Bah si, 4 et 5. Et 4 non, et 4 et 4 et demi. Ouais. La collection, quoi. Fais pas chier, t'as pas fait le Cosmocrade. Cosmocrade, une BD de Conaventure. C'est pas Cosmocrade non plus. Chez Basterman. Cosmograde. Bonne aventure au scénario, dessin et la couleur. Chez Casterman pour 18€. Ouais, je réussis la plupart de mes lancements. De temps en temps, je foire. Ouais, désolé, bonne aventure. Je crois que c'est le lancement le plus sale que j'ai eu en 268 émissions quand même. Mais bon, Cosmograde, l'une des dernières villes refuge d'une terre dévastée par les catastrophes climatiques à répétition. Alors que l'ultime tempête s'annonce, les réfugiés se pressent de plus en plus nombreux aux portes de Cosmograde pour essayer de partir avec l'ascenseur orbital pour se mettre à l'abri dans l'espace et sauver ainsi l'humanité. On va suivre en fait donc Zoya, Paouk et Eve qui vont se retrouver au milieu d'une manifestation et vont rentrer en possession de données cryptées qui pourraient chambouler donc l'existence même de la ville de Cosmograde et surtout de la corporation Cosmo qui justement gère l'ascenseur orbital et qui gère aussi un petit peu toute la société. Après avoir essentiellement œuvré en tant que coloriste, Bonaventure, de son vrai nom Baptiste Corteggiani, c'est bon, se lance en auteur complet pour une histoire de science-fiction. Corteggiani. Ah, merci, tu vois, j'attendais, je savais bien que tu allais dire un truc. C'est parce que tu m'as lancé la perche, là. Ouais. On se retrouve dans une SF un petit peu dystopique, avec un régime un régime politique totalement bienveillant, qui ne souhaite que le bonheur et la joie du reste de l'humanité qui est sous leur protection, bien sûr. C'est pas ça ? Non. Ouais, c'est à peu près ça. En fait, ils sont sympas, ils ont envie de t'aider. La bienveillance fait rage. On n'essaye pas de mentir, de museler les gens, de ne faire sortir finalement que les riches qui vont survivre et les pauvres qui vont crever dans leur petite ville suite à la tempête énorme cataclysmique qui s'approche et qui va mettre fin à l'humanité sur Terre. Oui, donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas du tout écouter ces méchants révolutionnaires. C'est ça, il ne faut pas écouter les révolutionnaires parce qu'ils ne disent que des mensonges. C'est des méchants. Bah, c'est des complots faciles. Voilà. Donc le dessin de Bonaventure, moi je l'ai trouvé assez riche. Les couleurs ne sont pas criardes, mais elles sont plutôt cool. Ça donne, je trouve, une belle ambiance au sein de cette société. Et cette ville qui, normalement, est désormais sous un dôme. Personne ne voit réellement le ciel. Et c'est coloré, sans être agressif. Le scénario, je l'ai trouvé quand même peut-être un petit peu simpliste, dans le sens où on se retrouve encore une fois dans une dystopie où nos trois révolutionnaires ou pseudo-révolutionnaires vont essayer de sauver le monde. Et forcément, il va y avoir des relations compliquées entre nos trois personnages principaux.
et un grand méchant qui est un dictateur et qui forcément va essayer d'entuber tout le monde. Mais, malgré cette simplicité peut-être dans le scénario, c'est super bien mené. On a des méchants, attention, je vais faire un vrai truc, qui sont très très méchants. Mais ils le font bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très méchants. Parce que. Et même, non, mais je trouve qu'il y a des bonnes bouilles, quoi. Le gros méchant de l'histoire est très bon. On a un flic qui joue parfaitement son rôle de mec un peu aigri, mais qui va en fait un peu être cool aussi, qui va aider. Y a plein de personnages qui sont sympas dans cette histoire. Et finalement, même si je trouve que le scénario au départ était un peu simpliste, ça le fait quand même vachement bien, quoi. Donc, une Cosmograd, moi, ça a été une très bonne surprise. Je vous avoue que je l'ai acheté en fait parce que on me l'a recommandé et en fait parce que ma femme me l'a offert aussi. Et donc, du coup, j'étais content qu'elle me l'offre parce que j'allais l'acheter. Pour une fois, on s'est retrouvés sur la même chose. Donc voilà, une bonne BD qui m'a vraiment bien plu. Et je trouve que c'est un bon premier travail de Bonaventure qui a tout fait donc. Il a fait May aussi. Mais je l'avais pas lu. D'accord. Oui, si, je l'avais lu. Ouais, je l'avais lu, May, on l'avait fait. On l'avait fait. Ouais, on l'avait fait, May. C'était cool, May aussi. Ouais, clairement, là, il lâche le côté enfant qu'il avait fait pour May, qui était une BD jeunesse que j'avais beaucoup aimée. Moi, j'ai passé un bon moment. C'est une bonne aventure dystopique, comme tu disais, un petit peu classique, avec ces trois personnages sortis de nulle part qui vont encore être les déclencheurs de grandes choses qui vont changer le monde. C'est bien foutu et efficace. J'ai passé un bon moment. Voilà. Je suis pas sûr que ça restera forcément dans ma mémoire. Peut-être quelques passages, j'aime bien ce côté d'influence un peu qui va chercher dans plein de genres différents, plein d'origines différentes. Ça marche plutôt bien. C'est sympa. Alors, juste, je reviens. Mais oui, ça y est, du coup, c'est pas le scénar, c'est ça ? Non. A priori, non. Attends, je vais... Ouais, Non, il faisait scénario, il dessin, il faisait les deux. Mais je trouve qu'au niveau du dessin, il a vachement progressé dans ce cas-là, Cosmograd. Il a changé de style même, je trouve. C'est moins criard au niveau des couleurs, tu vois. Oui, il est aussi pas dans le même truc. Dans May, c'était l'aventure de pirates dans les Caraïbes. Ouais, c'était à Marseille presque. Enfin, je veux dire, c'est le truc. Ça sentait la sardine. T'as des trucs non, mais tu avais des couleurs. Enfin, c'était pas les. C'est en Méditerranée, ça en jetait, c'était coloré, c'était vif, tout ce que tu veux. Là, il est dans un monde qui est en train de mourir. Il allait pas mettre les mêmes couleurs, quoi. Non, mais c'est voilà. Mais graphiquement, oui, moi je trouve que c'est même plutôt une adaptation de son style. Je sais pas si, enfin, il y a sûrement une amélioration graphique. Il a pas régressé, j'ai envie de dire, mais c'est un style différent techniquement, je trouve. Il a vraiment su adapter son trait à son histoire. Guillaume. Écoute, pas mieux en fait. C'est comme a dit Mathieu, quoi. Merci. C'est pas hyper original, hein. On a déjà lu ce genre d'histoire plusieurs fois. On a les mêmes ingrédients qu'à chaque fois, mais pour autant, ouais, c'était assez plaisant. Après, si peut-être que si on devait chercher un petit défaut, ça se lit un peu vite. Mais enfin, je sais pas. Moi, j'ai quand même gardé un bon souvenir au final de tout ça, malgré le petit un peu facile, le petit un peu trop rapide. J'ai gardé un bon souvenir. Ça marche bien. C'est plaisant. Les personnages sont attachants et fonctionnent bien, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages secondaires autour du trio, et ça par contre c'est bien fait, parce que souvent trop de personnages secondaires tuent le personnage secondaire et on n'y comprend plus rien, et là pas du tout en fait. Il leur donne leur place à chacun comme il faut, il développe ce qu'il faut à chacun, et sans plus, histoire de pas nous noyer dans des informations inutiles. C'est vrai que ça fonctionne bien. Les autres petits personnages autour sont chouettes et sont plaisants. Donc je recommande aussi. Jérôme. Rapidement, juste pour rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit, qui est déjà très riche et très complet, que bon, moi je lui trouve qu'un défaut principal, mais ça c'est une question de goût, c'est la mise en couleur. Je sais que tu as bien aimé, moi je reconnais que voilà, la mise en couleur, je suis pas plus fan que ça. Par contre, j'aime beaucoup la lisibilité du dessin, son découpage qui est très classique mais qui fonctionne, peut-être un peu trop classique. Voilà, peut-être un deuxième petit défaut, peut-être un découpage un peu trop classique. Par contre, moi j'aime beaucoup sa fin,
qui, sans rien dévoiler, est hyper ouverte. Et pour en avoir parlé avec Bonaventure, c'était son souhait justement de laisser l'imagination possible au lecteur. Donc voilà, lisez-le, vous verrez, vous ferez votre fin vous-même dans votre tête. Et puis Cosmograd, pourquoi Cosmograd ? En fait, comme on est dans un univers un peu dictatorial, et enfin clairement dictatorial, il voulait avoir un nom de ville qui rappelle les dictatures communistes, donc à la Pétrograd ou à la Léningrad, donc du coup le grade, voilà. Donc et Cosmo, puisqu'il y a l'ascenseur orbital, cosmos. Voilà, le cosmos. Donc rien à voir avec les Cosmo 4, quoi. Malheureusement, quoique c'est- avec le c'est chapeau là triste. d'une des héroïnes, on pourrait y Il y a de penser. ça, Hein. ouais. Donc Cosmograd de Bonaventure chez Casterman pour 18 €. Casterman. Je dis comme tu veux, en fait, je pense. Oui, bah on va parler de l'agent double de Voro et François Lapierre qui se partagent le scénario, le dessin et la couleur chez Paquet pour 14,50 €. Et c'est Jérôme qui va nous en parler. Ouais, alors ça c'est une découverte au Festival d'Angoulême, puisqu'en fait Paquet avait fait venir un pool d'auteurs québécois. Et dont Voro et Lapierre, qui sont tous les deux québécois, donc du coup. Et donc il publie cet album. Alors c'est l'histoire de... Je vais retrouver son prénom, tu vois, t'es pas tout seul. C'est l'histoire de Jasmin, qui est un mec, hein, parce que c'est pas forcément évident, qui en fait est schizophrène. Et Jasmin, il est pas tout seul dans sa tête. C'est le principe même de la schizophrénie. Donc du coup, il s'invente un peu des histoires, il se parle à lui-même, il parle à des objets, il parle à son chat, il parle à plein de choses. Et il se fait des films un peu sur tout. Là, l'histoire, c'est que donc il a un traitement hein, quand même, mais sa belle-sœur vient le voir et en fait, d'habitude, elle vient le voir avec son frère et là, elle vient le voir toute seule. Mais pourquoi vient-elle le voir toute seule ? Donc, du coup, il s'imagine que sa belle-sœur, elle a une aventure, que elle a tué son frère, que voilà, etc., etc., etc. C'est pas du tout une histoire, c'est pas du tout un thriller. C'est pas du tout une histoire trash, c'est pas du tout une histoire policière. On est vraiment sur une présentation de ce que peut être la schizophrénie. Voro et Lapierre ont travaillé avec des psychiatres qui traitent cette maladie. Et du coup, Voro a imaginé une page de dessin, la page de gauche, et Lapierre, la page de droite. Et la différence, donc on a un style graphique qui est assez différent. Je sais pas si on va... Là, on a la page de droite. Là, on a la page de droite. Donc ça, c'est celle qui est dessinée par Lapierre. Donc on peut voir des caricatures, c'est-à-dire des personnages, donc un dessin peu réaliste, volontairement peu réaliste, avec des proportions qui sont déformées et avec des personnages qui ont des têtes grotesques, un troisième œil tout rouge. Et puis la page de gauche qui est dessinée par Voro et qui là, pour le coup, est dans un style ultra réaliste. Et en fait, la page de gauche, c'est la scène telle que le public la voit, que les personnages qui sont autour la voient, et la page de droite, c'est telle que lui se la représente dans sa tête de schizophrène. Et ça va se barrer en couille assez vite. Donc voilà, on n'en dira pas plus. L'alternance de page de gauche normale et de page de droite schizophrène est assez intéressante. C'est pas révolutionnaire, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Je trouve que cette année, les éditions Paquet ont fait un gros effort, ont mis le paquet sur un certain nombre de publications, et en particulier là, en essayant de dégoter des auteurs québécois qui sont finalement peu connus en France, alors que y a quand même un pool d'auteurs, il y a entre 100 et 200 auteurs au Québec quand même, enfin au Canada, mais essentiellement au Québec. Et c'est bien de nous les faire découvrir. Et la production de début d'année des éditions Paquet est vraiment de qualité, je trouve. Voilà. J'ai 30 secondes pour raconter une petite anecdote que m'a raconté Voro. Ah, vas-y. Une anecdote québécoise, non, parce que c'est rigolo. Puisque je lui demandais si au Québec, en fait, les dédicaces sont payantes comme aux États-Unis. Et il me dit qu'en fait, non, c'est pas payant. Du coup, comme je veux bien que tu arrêtes, merci, c'est gentil. C'est pas payant du tout, mais en fait, ils sont tellement pas habitués
à avoir des dédicaces que lorsqu'il est en salon. En fait, les gens achètent le bouquin et puis ils s'attendent juste à avoir une signature. Et lui, quand il commence à faire un dessin, en fait, il lui est arrivé plusieurs fois où le mec, ou le public lui prend l'album et dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans mon album ?» Donc voilà, c'est assez marrant. Oui, c'est un autre pays. C'est ça. Thio, qu'en as-tu pensé? Écoute, j'ai beaucoup aimé la double page. Ça m'a rappelé justement un petit peu la princesse et la putain. Ouais. Où on avait justement la double lecture de l'album. Alors, au début de l'histoire, c'est un côté assez, je trouve, attachant, comique, les passages de schizophrénie. Et très vite, tu tombes quand même, enfin, tu commences à toucher, on va dire, du doigt. C'est plus comique, quoi. C'est plus drôle, c'est vraiment une maladie. Et je trouve que le trajet que tu fais au sein du bouquin est assez intéressant parce que tu pars dans des bouts en disant ça va être drôle, ça va être grotesque, comme sont les dessins finalement de la schizophrénie. Mais très vite, tu touches du doigt la réalité de la maladie et tu te dis putain, ça doit être lourd. Et pour lui, pour sa famille, tout est compliqué, quoi. Et voilà, c'est peut-être pas la BD du siècle, mais je trouve qu'elle est d'une part intéressante sur la forme et le fond est intéressant parce que la schizophrénie, je crois pas que ce soit la maladie dont on a le plus parlé, même si c'est souvent on va dire l'attribut qu'on donne à plein de tueurs en série dans les séries télé. On en parle beaucoup, on en fantasme beaucoup sur la schizophrénie, mais finalement, on n'en sait pas grand-chose. On l'explique assez peu. En tant que néophyte. Guillaume ? Eh ben, écoute, pour moi, pareil, en fait, le gros intérêt du bouquin, c'est ça, c'est l'idée de présenter et de faire comprendre ce qu'est une maladie mentale et notamment la schizophrénie paranoïde, pour être précis, puisque c'est celle-là dont il parle, de se rendre compte que la schizophrénie, contrairement à ce qu'on a tendance à croire dans le langage courant, c'est pas un dédoublement de personnalité. Et c'est une autre pathologie. Et je me fais régulièrement reprendre de voler par ma bonne femme, c'est pour ça que je dis ça. Et je trouve que voilà, c'est bien expliqué dans la préface. Leur but, leur propos dans cet album, au-delà de l'histoire, c'est de montrer ce qu'est cette maladie et par le jeu de la double page. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est très très bien réussi. Après, l'histoire est d'un... Et enfin, c'est pas qu'elle est mal faite, c'est pas qu'elle est mal scénarisée, c'est pas qu'elle est mal dessinée, c'est que elle est, si on la ramène à un niveau humain et à un niveau réel, elle est tristement banale, dans le sens où c'est pas des cas si isolés, que ça arrive, et que oui, c'est des gens qu'il faut traiter et qu'il faut aider, et que c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Et la preuve, il arrive à donner le change. Voilà. Ouais, moi, j'ai trouvé que je vous rejoins, c'est une très bonne idée au niveau de la mise en forme. Ça manque un peu de cette étincelle qui aurait rendu l'exercice exceptionnel, tu vois. Ça part d'une très bonne idée avec un fond et une forme qui dialoguent très très bien entre eux. Mais je sais pas, j'ai pas eu ce truc qui fait que tu démarres, tu dis waouh, l'idée est trop bien, et puis tu continues à le dire, et ça, disons que ça reste à peu près au même niveau, au niveau de la bonne idée, en fait. Et c'est ce que j'ai un peu regretté, parce qu'il y avait un gros potentiel dans la façon dans ce qu'il voulait raconter, dans le traitement. Et j'ai quelque chose qui a, enfin, en tout cas, avec moi, qui n'a pas matché. J'ai trouvé ça sympathique. Mais à se demander si l'exercice technique desservait peut-être pas le propos initial. C'est-à-dire, dans un certain point, ça te montre un petit peu cette différence-là, mais de l'avoir poussé jusqu'au bout de l'album, ça a peut-être desservi la façon de raconter, la façon de traiter le côté psychologique, de peut-être approfondir plus un côté à un moment, puis plus l'autre à un autre moment, etc. Voilà. J'ai peur qu'en voulant aller vraiment jusqu'au bout de leur exercice, c'est là qu'ils soient un peu perdus en cours de route. Donc, en tout cas, c'est une très bonne idée. Ça marche pas mal, mais j'étais un petit peu déçu sur le rendu final. Donc, voilà, l'agent double de Voro et Lapierre chez Paquet pour 14,50 €.
Matt Deka, Chevon, Warlove, Stéphane, Cobal et Boob ont eu une bonne idée. Ils sont allés sur tipeee.com, ils ont cherché la voie des bulles et ils ont trouvé comment nous soutenir en nous donnant un petit peu à chaque émission ou un petit peu chaque mois. Ils ont choisi les limites de leur générosité, car il y a de la limite à toute générosité. Mais il n'y a aucune limite à la récompense que vous aurez en étant généreux avec nous, car c'est grâce à ça qu'on vous propose plein d'émissions vraiment au top. Et franchement, continuez à le faire. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Non mais, vous devriez applaudir quand j'ai fait une belle phrase. Dire oui, donnez-nous des clap, sous. clap, hurrah. Voilà. Sans bafouiller. Ah, mais Ouais. qu'est-ce que tu es fort, le dictateur. Heureusement Donnez que des tu, sous, donnez tu des nous sous. frapperas pas du coup tout à l'heure. Tout à fait. Et puis sinon, vous allez parler de nous parce que vous nous aimez et il faut parler des gens qu'on aime. Valalian, The Black Iron, le tome 1, qui est paru chez Kiyun pour 7,95 €, scénarisé et dessiné par Toshimitsu Matsubara. Guillaume. Alors, remise en contexte, déjà, j'avais pas nécessairement prévu de le chroniquer à la base, sauf que j'avais rien d'autre à vous proposer. Et, Le premier et bouquin voilà. qu'il y avait dans la librairie. Non, J'ai vu c'est qu'il y en c'est avait un deux, peu- je me suis dit que j'aurais le temps. c'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où, je voulais en parler parce que il fait partie de ces mangas qu'on nous a survendus en disant, ouais, c'est le prochain machin, c'est le prochain bidule. Allez-y, prenez-en des piles. Moi, j'ai tout renvoyé ou quasiment. Donc, pour autant, je l'ai pas pris juste pour le descendre parce que je l'ai trouvé sympathique. Ça reste, alors c'est pas un chef-d'œuvre, hein, on est d'accord, mais ça reste un manga sympa avec une histoire assez classique mais chouette, des dessins qui fonctionnent bien. Pareil, c'est relativement classique, mais c'est sympa, c'est bien gratté, ça fonctionne bien, il y a du détail, c'est généreux. C'est juste que je trouve que ce manga a été desservi par sa promotion parce qu'on nous a tellement vendu un truc génialissime que en fait tout le monde a été déçu puisque c'est juste sympa. Voilà, et du coup, pour essayer de lui rendre sa place, et pour vous remettre en contexte sur le pourquoi du comment je l'ai pris, je voulais juste reposer ça. Donc Valalian, c'est quoi ? C'est un manga, c'est un shonen donc plutôt, même si on l'a catégorisé seinen parce qu'il est un peu cinglant, qui va raconter l'histoire d'un samouraï assez puissant, assez connu, qui a fait parler de lui pendant la dernière guerre japonaise, parce qu'il a un style de combat très particulier et donc très puissant, qui se transmet de génération en génération dans la même famille. Sauf que malheureusement son fils à lui a pas vraiment le physique qui va lui permettre de gérer cette technique de combat. Et puis en plus la guerre étant finie, les samouraïs sont plus aussi bien vus et les pauvres vivent dans la misère la plus totale. Et donc sur ces entrefaites, ce pauvre gars va mourir et se retrouver ouais, c'est pas une mort super glorieuse en plus pour un samouraï. Et va se retrouver donc embringué dans une histoire complètement aberrante et abracadabrante dans l'au-delà, Valhalla, où les Valkyries se dressent n'importe quoi, se livrent une guerre, sauf qu'il y en a une qui a pris le dessus et qui a complètement rompu l'équilibre des forces. Et lui a été invoqué par une demi-Valkyrie, puisqu'elle n'a qu'une aile, et pour essayer de sauver une peuplade locale qui l'a aidé et qui risque l'éradication pure et simple par la dernière Valkyrie au pouvoir qui reste. Donc le voilà mêlé à une histoire qui ne l'intéresse pas vraiment, hein. Lui il voudrait rentrer et s'occuper de son fils, à devoir livrer une guerre et des batailles qui ne sont pas vraiment les siennes, pour essayer de sauver un peuple qui n'est pas le sien non plus, mais il a rien contre eux, hein, mais bon, c'est pas sa priorité. Et en même temps, il a plus tellement le choix, puisque de toute façon, ça va être un peu compliqué de revenir dans le monde des vivants. Et donc, voilà, l'intrigue est posée, et on va essayer de renverser cette Valkyrie qui a tué toutes les autres. C'est comme ça qu'elle a rompu l'équilibre des forces, qui a une armée de Romains déchaînés à sa botte. Gigantesque. Et gigantesque. Et puis lui qui a été invoqué par cette demi-Valkyrie en désespoir de cause pour essayer de solidariser
une armée complètement disparate composée de tout un tas de guerriers divers et avariés pour certains, avec notamment une petite apparition de Gengis Khan et d'autres grands guerriers connus de la culture japonaise, chinoise, etc. Donc c'est sympa, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est sympa, ça reste plaisant à lire, et donc je voulais quand même lui donner une petite place pour dire que ouais, on vous a survendu un truc qui ne méritait pas d'être survendu, il aurait dû juste être vendu, voilà, parce que c'est si vous avez besoin d'une lecture simple et facile avec un peu d'action, d'aventure et de sang, ça peut être sympa, voilà. J'avoue que moi, j'étais un peu, surtout, alors je me dis, ça fait peut-être partie des mystères qui seront résolus à un moment, il est au Valhalla, mais il n'est pas mort au combat, il n'y a que des guerriers, mais enfin, il est mort un peu comme une merde, il y a un truc qui est un peu bizarre déjà en soi. Ensuite, là, je me dis, ouais, donc en gros, ils peuvent réinvoquer leurs âmes, etc. Bah, j'ai hâte de revoir des Panzers qui vont débarquer pour le combat, tu vois, qu'on ait des trucs un peu violents, parce que apparemment... Les époques, c'est pas très très grave, on peut mélanger. C'est genre, ouais, c'est. Ah, tu crois que c'est qui gagnerait si on mettait machin contre machin? Ah, je sais pas. Ah bah tiens, on va le faire, on va voir. Il y a un peu de ça. Il y a exactement de ça, mais je pense que plus que sur les technologies, ils vont jouer sur les personnages connus plutôt. Ouais, c'est ça. C'est qui voilà, il va y avoir Napoléon qui sera super stratège au milieu, et puis, enfin, voilà. Donc disons que pour le moment, c'est un grand terrain de jeu où le gars a l'air de s'amuser. J'ai plutôt apprécié les dessins. Il y a des doubles pages de mise à mort qui m'ont fait penser à l'habitant de l'infini. Et ça reste très plaisant, on va dire. C'est beau, c'est bien foutu, c'est très esthétique de ce côté-là. Et pour un truc guerrier, ça se tient bien la route, quoi. Donc ça a pris un des bons côtés de l'habitant de l'infini, ça n'a pas pris la profondeur. Pour le moment, c'est très light, quoi. Oui, c'est sympa, c'est un bon divertissement. Rien de plus. J'ai pas aimé. Bah forcément, il s'amuse avec les règles de l'histoire, alors fatalement. Non mais alors déjà oui, et puis en plus. Alors, il faut savoir que à heure fixe, les corps se régénèrent, ce qui permet de maintenir un certain nombre de combattants. Et donc, des sortes de guerre éternelle, en fait. Sauf si on leur coupe la tête. Voilà. Ils sont immortels. Mais sauf si on leur coupe la tête. Donc, là, notre super balèze, là, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les mecs en deux. Mais à aucun moment, il a l'idée de leur couper la tête. Oh, vite, 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 vite. Il faut vite qu'on s'enfuit de là avant qu'il se régénère. Non, mais connard, mais coupe-lui la tête et il se régénérera pas. Donc, enfin, voilà. C'est la reine de cœur. Qu'on leur coupe la tête. Des fois, les scénarios, des fois, voilà, il y a des auteurs, il y a un truc qui marche pas dans leur scénario. Voilà, je tiens à le dire. Oui, mais bon, après, c'est une demi-Valkyrie avec une seule aile qui a récupéré son âme. Enfin, elle n'a pas récupéré de la qualité non plus, fallait pas rêver, quoi. Mais il n'est pas tout seul, il y a la demi-Valkyrie qui est là depuis, je sais, qui est immortelle, et qui pourrait lui dire, qui était, tiens, le mec là, tu peux pas lui couper la tête, s'il te plaît, ça évitera qu'il vienne zigouiller tous mes potes la nuit prochaine. Enfin bon, voilà quoi, on rame. Allez, continue à ramer, mon garçon. Donc, Valerian de Toshimitsu Matsubara, chez Kiun pour 7,95 €. Mauvais monstre de Enzo Bercati au scénario et au dessin, Lisa Guisquier à la couleur, chez Glénat pour 15,50 €. Dans l'univers qui nous intéresse, il faut savoir qu'à l'adolescence, tout le monde obtient un monstre de compagnie qui va sortir de son œuf et qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Le monstre est pseudo-immortel, c'est-à-dire qu'il meurt quand la personne avec qui il est meurt. C'est juste un monstre qui l'accompagne. C'est une sorte d'animal de compagnie qui te suit à vie. Ton petit Pokémon perso, on va dire. C'est un petit... ce petit ou ton Tamagotchi. Héloïse, c'est donc... pas obligé de le nourrir. C'est une ado... donc vachement moins chiant qu'un Tamagotchi. Voilà. Et il faut pas changer, vider son caca, tout ça. C'est ça. Donc Héloïse, elle attend son monstre, mais moyen, parce que c'est pas la fille la plus populaire du monde. Elle bisque juste que y ait Célie, la poufiasse de l'école, qui a eu un super truc trop mignon, qui fait un peu pandarou, tu vois. Et puis, de toute façon, elle fait genre, je m'intéresse pas à ça, gna 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 gna. Et puis, son œuf est clos et il sort
une merdasse, quoi. Un truc bien pourrave, bien moche. Elle a dit qu'elle en voulait pas. Elle commence à dire que c'est de la merde. Et puis, elle essaye de s'en débarrasser comme elle peut, parce que de le cacher. Puis elle se rend compte que son monstre, il a des pouvoirs. Oui, parce que les monstres n'ont pas de pouvoir dans ce monde, sauf certains, qui sont les mauvais monstres. Et donc, son mauvais monstre, il a des pouvoirs. Alors, elle tente de trouver un moyen qu'il soit plus un mauvais monstre, en allant chercher dans des bouquins qu'elle n'a pas le droit de regarder pour faire des rituels. Et bien sûr, ça part en vrille totale. Et ça part en vrille de façon assez impressionnante. Et c'est une des qualités de ce bouquin, j'ai trouvé. On est dans une très bonne série teenage avec des retournements de situation qui sortent un peu des clichés. Il y en a certains, moi, auxquels je ne me suis pas attendu. Ça sortait des clichés à l'ancienne. C'est peut-être en train de devenir des nouveaux clichés, j'en sais rien. C'est assez moderne. Le sort d'un des personnages de son entourage, on va dire. Je ne veux pas en dire trop. On a des messages classiques sur l'adolescence, le changement, tout ce que tu veux. Mais il y a une ampleur très rapide dans l'histoire. Où tu restes pas dans le collège avec les trucs de gamins qui discutent entre eux, de qui veut se dire machin, de qui c'est le costaud, etc. Ça sort du collège et ça déboîte un petit peu au niveau de l'action. Dans le dessin, on est dans de la BD pour ados modernes. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est assez classique. Il y a quelques tronches mémorables, notamment les monstres où elle se fait un petit peu plaisir. Il aime bien donner des expressions un petit peu désabusées aux personnages, beaucoup d'expressivité dans les yeux, mais c'est dans le standard actuel. Ça reste une bonne BD pour ados, avec un monde dont on sent qu'on a que survolé l'intérêt. Parce qu'il y a un truc avec ces histoires de monstres, je pense qu'ils peuvent en faire quelque chose d'assez exceptionnel. Et que ça promet de très bonnes choses. C'est-à-dire que c'est une très bonne intro, parce qu'il raconte une bonne histoire en soi, qui va un peu plus loin que juste présenter les personnages, et qui ouvre pas mal de portes pour une suite qui pourrait bien déboîter sa maman. Voilà. Moi, j'ai bien aimé Mauvais Monstre. Voilà. À vous, les studios. Donc, en plus, surtout si on commence à déboîter la maman, je pense que ça va être sympa. Jérôme. Très belle surprise, une histoire très très agréable avec pareil un très bon rebondissement, des dessins assez classiques, un découpage ultra classique, peut-être son seul défaut, peut-être pas assez dynamique en termes de découpage, mais sinon voilà, un dessin qui fonctionne, qui est adapté au public, qui est adapté à l'histoire. Et une histoire qui effectivement, comme tu l'as dit Pierre, aborde tout un tas de sujets, en particulier un sujet un peu récurrent et qu'on retrouve souvent dans les BD pour collégiens, enfin, dans les BD qui parlent de collégiens, ça ne veut pas dire des BD pour collégiens, pardon, c'est la thématique du harcèlement, donc elle est présente là aussi dans cet album, mais vraiment une très belle surprise et j'attends également avec impatience la suite. Eh bien, pas mieux. J'ai à ceci près que mes garçons m'ont vu le lire et ils m'ont tous les deux demandé à le lire et ils l'ont tous les deux lu et a priori ils l'ont tous les deux trouvé sympa et apprécié. Alors étant pas encore ados tous les deux, je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'ils n'ont pas bien suivis et notamment la portée du harcèlement, le changement, la difficulté de s'intégrer, toute la clique, comme tu disais tout à l'heure. Mais ouais, une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça et je trouve que ça le fait très bien. Pas plouche. Moi, mais si. Plus que ça en fait, parce que du coup, est-ce qu'on pourrait pas avoir, je sais pas, l'étoile de la surprise, parce qu'en fait, on a tous été surpris par le truc qu'on a eu finalement. C'est vrai. C'est pas jusqu'au coup de cœur pour moi, mais non, mais l'étoile de la surprise. On va inventer un nouveau titre. C'est pertinent ça. Ouais, l'étoile de la surprise. Parce que je trouve c'est pas ouf, mais pareil, je m'attendais pas à ça, et je trouve que l'idée des petits monstres, des monstres et des mauvais monstres. Et surtout, comme tu disais, voilà, le traitement qui est fait dans l'histoire, c'est pas juste un tome 1. C'est quoi un mauvais monstre ? Est-ce que c'est vraiment un mauvais monstre, ouais. Puis il est bien ce mauvais monstre. Moi j'aime bien ce mauvais monstre, il me fait marrer. Il a un bon caractère. Ouais. On va créer du nouveau lore dans l'émission, dit Cobal. L'étoile de la surprise. Putain, à la fin, je vais avoir la légende, à la fin des émissions de la mort. Tu vois. C'est facile, cœur, étoile, après tu fais quoi ? Ouais, je sais pas. Carré, triangle et un rond. Cœur, carreau, trèfle. Ouais. Tapis vert. Ouais. Bon, une excellente surprise, en tout cas, que ce mauvais monstre de Enzo Bercati et Lisa Guisquier chez Glénat pour 15,50 €. Allez, on vous laisse. Un œil sûr.
Allez, bonne nuit tout le monde, à bientôt. Uncharted Legacy of Thieves Collection, qui est donc une collection qui a été sortie sur PC en 2022, qui est une réédition d'Uncharted 4 Thief's End et de Uncharted The Lost Legacy, qui est le 4,5 en gros, si on devait résumer. Je connaissais pas du tout la série Uncharted, qui est un gros classique de la PlayStation depuis la 3, je crois, un truc dans le genre, ou la 2, je sais plus. C'est un classique de la PlayStation. Ouais, tout court. Je savais que c'était une sorte de pseudo Tomb Raider, mais qui avait su se démarquer un peu plus dans le cinématique action et faire des scènes assez mémorables, que le 1 était moyen bof, que le 2 était vraiment cool, que le 3 était à peu près comme le 2, et que le 4 était une tuerie, c'est ce qu'on m'avait dit. Et quand j'ai eu la joie de pouvoir y jouer sur PC avec une bonne carte graphique et donc du graphisme bien costaud, je me suis dit, faisons-nous plaisir, surtout que j'avais beaucoup aimé les Tomb Raider, qui avait repiqué des trucs à Uncharted sur le côté action cinématique, avec tu t'accroches à un truc qui se casse la gueule, tu vas t'accrocher à un truc et le train s'écrase, machin chose. Truc de fou. On va suivre Nathan Drake, qui en gros a décidé d'arrêter les aventures, parce que franchement, ça craint, c'est plus pour ça, qui vit sur de la récupération d'épaves, la mer, avec sa femme, femme, copine, non, ils sont pas mariés, mais bon, journaliste, j'en sais rien, c'est pas dit. Bref, sauf que d'un coup, son frère qu'on croyait mort, on n'a jamais entendu parler avant apparemment, hein. Mais il débarque, qu'on croyait mort depuis Beverly Hills, parce que ils ont chopé vraiment le physique de, comment il s'appelait, Luc Perry? Non, Luc pas Perry. Luc Perry, ils ont chopé le physique de Luc Perry, et ils ont poussé le vice en VF de choper le doubleur de Luc Perry. Donc ils sont allés très très loin. Et tu vois que bon, le frère, c'est le spécialiste du gars qui t'emmène dans des coups de merde, mais apparemment il est dans la merde, il doit beaucoup d'argent, et donc il a une piste pour retrouver un trésor de la mort, et il demande à son frère de l'aider alors que son frère devait se ranger. Et son frère se casse en mentant un peu à sa meuf pour aller aider Nathan se casse, et donc s'enchaînent des tonnes de scènes d'action où t'es un bon gentil mais qui va tuer plein de gens, parce que bon, quand même ils sont là, il faut bien s'en débarrasser, même si tu peux te le faire d'infiltration. En grosse nouveauté dans ce truc d'action où t'as un peu de plateforme, de saut, etc., c'est le grappin qui n'était pas dans les volumes précédents, m'a-t-on dit. Peut-être. Voilà, et c'est le genre de truc, tu te dis, mais comment ça, il n'y avait pas de grappin avant, mais c'était pas du tout le même jeu aussi bien, c'est trop top le grappin, tu t'accroches de partout, tu sautes, le gars, il a une spécialité pour toujours choisir l'endroit où tu t'accroches, qui manque de se casser la gueule, il morfle qu'il n'en peut plus, mais il s'en sort toujours. Il y a une difficulté qui est plutôt bien dosée, parce que j'ai l'impression que plus tu meurs sur un niveau, plus les ennemis sont faciles à buter. C'est l'impression que j'ai eue. Je sais pas si... Alors, il y a des ennemis pas non plus exceptionnellement ouf, quand même. J'ai pu me faire quelques niveaux en mode total fufu et pas bourrin, je fonce dans le tas, parce qu'il y a toujours un moment, quand tu essayes d'être en furtif, où tu fais une connerie. Et j'ai réussi à en faire quelques-uns. Il y a un peu d'énigmes, des bonnes trouvailles, des petits clins d'œil, dont un à Monkey Island, parce que le créateur est fan de Monkey Island, mais bon, ça c'est... C'est à ce moment-là qu'il a eu une réaction. Non, mais je le savais qu'il y avait le clin d'œil à Monkey Island. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil à Uncharted dans Monkey Island le dernier, vu qu'il y a le gars de Uncharted qui fait une voix dedans. Mais bon, tellement il est fan. Et c'est plutôt un bon jeu d'action-aventure, et avec un scénario qui est bien, et surtout, techniquement, la mise en scène, le rendu des expressions faciales des personnages, il y a une finesse, tu vois vraiment qu'il y a du capture d'expression des acteurs qui le jouaient. C'est d'une crédibilité, t'arrives à voir les petites émotions, ça marche super bien. Et il y a un petit peu de profondeur scénaristique au-delà des grosses scènes d'action, ça fait boum et ça explose, où je crois les derniers niveaux, t'es poursuivi par un gros tank en courant et en sautant de toit en toit et en essayant de tirer dessus au lance-roquettes, de la finesse, tu vois. C'était déjà le cas avec les... Mais ça marche bien, précédents, non mais c'est fun. Le deuxième partie, c'est un jeu qui à la base devait être un DLC, c'est-à-dire un truc qu'on rajoute en plus dans le jeu. Ils l'ont sorti en jeu indépendant derrière. Il s'appelle The Lost Legacy. Et là, on va suivre un personnage qui n'est pas présent dans le Uncharted 4, mais qui était précédent dans le 2 et le 3, qui est une fille qui est là pour le coup dans le genre, c'est une fille d'archéologue célèbre, aventurière et qui se bat vachement bien. Donc, on va peut-être assumer qu'on aime Lara Croft. Je crois que c'est un peu l'idée du personnage. Et qui suit un des personnages qu'on a découvert dans le 4, qui est une mercenaire qui a perdu sa boîte parce que tu as gagné quoi, à la fin du jeu, et donc sa boîte de mercenaire, tu l'as coulée, quoi, et qui doivent s'associer pour essayer de trouver un trésor. Donc là, on est dans un monde, dans une sorte de hub plus ouvert, si on a un grand endroit, on va se balader dans on est moins dans les couloirs que dans le Uncharted 4.
Et puis on choisit un peu nos missions comme on veut. Il y a plus d'énigmes, ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce genre de jeu-là. J'adorais les tombeaux dans les Tomb Raider. Et on retrouve un petit peu encore ce côté finesse. Et il y a aussi plus de finesse, c'est-à-dire que d'un coup, tu trouves des pistolets avec un silencieux. Donc tu peux être encore plus dans la... Je vais pas me faire repérer et essayer d'être discret, etc. Et avec toujours, je trouve, cette mise en scène dans les scènes d'action qui marche super bien et qui te laisse plein de chances de t'en sortir et qui a la bonne idée de te refaire apparaître quelques mètres Avant que tu meurs. avant que tu sois mort. Connement. Voilà, oui, parce que tu meurs toujours connement, genre t'as raté le bouton de saut, ou tu t'es pas accroché, t'as oublié, enfin bon. Voilà, et j'ai bien aimé aussi tout le mécanisme d'escalade, où tu bouges la main dans un coin et t'as la main qui bouge pour... Et dès 80 prises, ça s'accroche. C'est tout con, mais quand tu es poursuivi par des mecs et que tu dois essayer d'escalader un truc pour éviter les balles, ça prend un peu de son intérêt. J'ai passé un très très bon moment sur ce jeu qui mérite vraiment son succès. J'aurais bien aimé que les 3 premiers étaient réédités sur PC. Non. Non, ça vaut pas le coup. Non, faut pas. Non. Non, ils sont pas bien. C'est que de l'action, en fait. Ah, Là où tu as vraiment, je trouve, Uncharted, tu as vraiment un récit et des belles cinématiques et tout. Le 3 en avait quand même pas mal, mais 1 et 2, laisse tomber, quoi. d'accord. Le 2, tu fais que tirer, c'est des trucs un peu psychédéliques. Enfin, j'en ai vraiment pas un bon souvenir du 2. Le 3 était pas mal, le 4 était vraiment bien. Et ça a marqué de l'aboutissement d'Uncharted, il fallait pas aller plus loin. Et puis en plus, il y a une jolie fin dans le jeu. J'ai bien aimé. Ça vaut le coup. Donc voilà, Uncharted Legacy of Thief Collection. Bien, merci de nous avoir écoutés. Ouais, 23h48, on va arrêter avant minuit. Regardez, là je dis merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour le prochain enregistrement, si vous voulez nous suivre en live le 28 juin à 21h. Je serai pas là. Tu seras pas là, c'est pas grave, mais on pensera à toi. Surtout, je vais prendre cher, à mon avis, parce que vu ce qu'a mangé Tizak sans être là... D'accord. Oui, ce sera ton tour. Les absents ont toujours tort. C'est ça. Voilà, le 28 juin. Sinon, n'hésitez pas à aller sur lavoidesbulles.fr pour avoir toutes les infos sur les émissions que nous avons diffusées. Et je pense que d'ici le 28 juin, on va aussi publier une émission. Je ne sais pas quoi. Il va falloir qu'on enregistre un truc. Voilà, d'ici le 28 juin. Je ne sais pas quoi. Sinon, on va perdre notre série d'hebdomadaires qui a bien marché. Voilà, c'est une sorte de défi. On avait un achievement à faire en plus. Ouais, c'est ça, c'est l'achievement. Et on n'a pas trouvé le titre, mais on va le trouver juste après la fin du générique. Merci, bonne nuit à tous ceux qui nous ont suivis dans le live. Ciao. À bientôt. Au revoir à tous. À Ciao, bientôt. ciao. Au revoir tout le monde. Ciao.